Bonsoir, bienvenue au Tech Kawa, la deuxième édition, et bienvenue et merci encore pour votre fidélité à tous. Aujourd'hui, ce soir, on reçoit Arnaud, qui est business dev de Dirty Monitor. Dirty Monitor, qui est vraiment un fleuron au niveau technologique ici en Belgique, qui est basé à Charleroi, qui fait des trucs de malade. Mais voilà, il faut vraiment rester connecté et venir voir ce que Dirty Monitor fait parce qu'elle travaille avec les plus grands. Elle fait des événements de mortels. Malheureusement, elle n'est pas super connue en Belgique. Elle est extrêmement connue à l'international. C'est une entreprise, enfin, c'est même pas moi qui vais l'expliquer, c'est Arnaud. Donc, je vous présente Arnaud. Salut, bonjour à tous. Arnaud, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Moi, je suis un peu fatigué, je t'avoue. Je vais parler pour toi, pas de souci. Je t'avoue. Explique-nous un peu, Arnaud. On va aller dans le vif du sujet. En cet après-midi ensoleillé ici à Charleroi, explique-nous quelle est ta fonction déjà, toi, chez Ouais. Dirty Monitor. Très bien. Donc chez Dirty Monitor, moi mon rôle, un de mes rôles, mon rôle principal, c'est le business développement. Donc je suis vraiment en charge d'aller voyager dans le monde, aller à l'étranger, ouvrir des nouvelles portes pour décrocher des nouveaux projets. En fait, donc nous, comme Dirty Monitor, on est un studio d'art digital. On peut travailler dans plein de domaines différents. Un studio d'art digital. Ouais. Ça veut dire quoi ça, exactement? C'est-à-dire qu'on utilise la technologie pour créer de l'art en fait. Donc sous toutes ces formes, on va utiliser la technologie, mais principalement la vidéoprojection. C'est surtout pour ça qu'on est connu, la projection mapping. C'est donc le fait de projeter sur des façades ou des architectures des effets visuels qui vont coïncider avec le bâtiment. Ok, donc est-ce que tu as déjà bossé à la Grande Place? Sur la Grand Place, non, parce que ce sont souvent des mises en lumière simplement, Ouais, donc ouais. des effets de light. Nous, on projette vraiment des effets de vidéo. Donc, mais on a déjà bossé beaucoup en Belgique. À Bruxelles, on a déjà bossé sur Sainte-Catherine, notamment Ouais. sur l'église Sainte-Catherine dans le cadre des plaisirs d'hiver. Bah oui. On avait Ça, ouais. je m'en rappelle. Ça, Ouais, je m'en ouais. rappelle. Vous projetiez des trucs C'est ça. sur l'église Sainte-Catherine C'est ça. à Noël. À Noël, exactement, dans le cadre des plaisirs d'hiver. Et en plus, c'était chouette, c'était une collaboration avec l'artiste bruxellois Olibé, Ouais. qui est connu à Bruxelles pour ses fresques multicolores, toutes ces formes colorées, imbriquées les unes dans les autres. Et donc, c'était intéressant parce que nous, on travaille l'architecture, quelque chose de très structuré. Lui, il travaille de manière colorée et très déstructurée. Donc, on a fait coïncider tout ça sur la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Et c'est quoi comme projet que tu as déjà fait au niveau international? Donc, nous, en fait, à la base, on est un petit collectif de Charleroi qui a Ça été veut dire quoi un petit collectif? à la base, c'est un studio qui a été fondé par voilà, Mauro Cataldo et son ami Denis Van Koteren, DM, Denis Mauro, Dirty Monitor. Parce que voilà, il travaillait dans les soirées underground de Charleroi, il travaillait la vidéo, les projections, diapositives, etc. Ils étaient toujours passionnés par l'image. Et en fait, on a été parmi les premiers à développer le vidéo mapping, donc qui est vraiment ce fait de faire coïncider des effets visuels projetés en vidéo avec l'architecture des bâtiments. Et de là, on est très vite, en tant que pionnier, devenus internationaux, quoi. Ça me perturbe. Est-ce que les potes Legal, vous avez des vidéos à nous montrer de ce qu'ils font exactement, Dirty Monitor? Vous savez en passer quelques-unes? Juste pour qu'on soit... Tu peux nous commenter celle-ci? Ouais, bien sûr. Ça, c'était au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. À l'intérieur du Théâtre de la Monnaie, on a travaillé en projection mapping 360 degrés dans le cadre du projet de rénovation en fait, du Théâtre de la Monnaie. Ok, donc c'est à l'intérieur, vous faites Ouais. aussi des projections à l'intérieur? Exactement, ouais, en indoor, on fait des travaux sur des expériences immersives. Ça, c'était au Koweït, on travaillait avec des écrans robotiques, des bras robotiques géants avec des écrans. On crée des formes, des performances devant l'émir du Koweït. Ça, c'était un show pour Patek Philippe qu'on a fait à Genève, les 175 ans de la marque de montre Patek Philippe. Ah, vous voyagez au fait? Partout dans le monde, et c'est pour tout type d'événements. Ça, c'était pour des musées, tu vois, où vraiment l'usage de la technologie à chaque fois avec une dimension artistique pour créer un wow effect en fait, hein. Ça, c'était le festival du film de Pékin, diffusé partout dans le monde. On a travaillé à Dubaï sur le Burj Khalifa, c'est la Ça, plus c'est haute tour vous du sur le monde. Burj Ouais, Khalifa. on a été les premiers à couvrir ce bâtiment de LED en 2015. Maintenant, c'est une installation permanente, mais c'est nous qui avons été les premiers à faire ça. Attends, comment tu as couvert le bâtiment C'est 800 mètres de haut, couvert de fils et d'ampoules LED, pour pouvoir après nous commander ça et créer des effets visuels artistiques dessus. Vous avez envoyé des gens avec des corps? Ouais, enfin pas nous, mais notre partenaire Ruggieri avec lesquels on travaillait, effectivement des rigueurs, donc des gars qui sont suspendus, qui viennent fixer. Maintenant, c'est une
installation permanente, mais à l'époque c'était purement temporaire, quoi. Vous Et l'avez retiré par après? en 2015, ça a été retiré, ça a été remis en 2016, et puis ils se sont dit que c'était chiant de devoir à chaque fois démonter et tout, donc ils ont laissé l'installation permanente, et maintenant l'installation évolue, donc la qualité, la résolution est meilleure. Et dernièrement, on a fait ce qu'on voit là, c'est l'Expo universelle au Kazakhstan, à Astana, devant Vladimir Poutine et Xi Jinping, donc et Jackie Chan, donc c'était cool de dire qu'ils ont fait waouh devant notre show, une sphère de 85 mètres de haut au milieu du pavillon, enfin c'était le pavillon national du Kazakhstan à Astana en 2017. Franchement, chapeau. Merci, c'est cool. Vous représentez le pays. Ah non, franchement, les gars, les pattes le gars, on applaudit. Non, mais sans déconner. Quand on a des ambassadeurs comme vous qui représentez la Belgique au Kazakhstan, au Qatar, à Dubaï, en Chine, en Australie. En Australie, on vient de décrocher un projet à Sydney dans le cadre du Vivid Festival, qui est un des plus grands festivals de lumière et d'art digital au monde. Et donc voilà, notre première incursion à Sydney. Mais on a une destination bien spécifique à aborder, mais l'année prochaine, on vise l'Opéra de Sydney, parce qu'il y a un mapping sur l'opéra. Et tu me disais tout à l'heure que ceux qui avaient eu le contrat avant toi, c'était qui? L'année passée, c'était Pixar qui travaillait sur le même bâtiment que nous. Donc on doit passer après Pixar, ce qui ne nous met absolument pas de pression. Oui, en plus ils m'ont annoncé ça tout tranquille. Vraiment, c'est yeah, by the way, last year Pixar was working. Pourquoi tu te mets dans cette situation parfois? Mais mon boss se le demande aussi parfois. Et c'est quel projet qui t'a vraiment, toi, marqué, impacté? Je dirais que c'est le premier projet que j'ai vraiment amené pour Dirty Monitor, parce que Dirty Monitor existait avant que moi je n'intègre l'équipe, et ils avaient déjà une réputation internationale. Moi, disons que j'essaye d'amener un autre type de prospect, donc plutôt au niveau des institutions muséales, parce que moi-même je suis archéologue et historien d'art à la base. Donc, archéologue. Ouais. Indiana Jones. Ouais, exactement. Mais c'est la vérité. Je travaille toujours, chaque été, je vais faire un mois de fouille en Crète avec ma pioche et tout. Ouais, je te jure, c'est pas une blague. Avec la petite brosse et tout. Surtout la pioche. Mais ouais, parfois la brosse aussi. Le fouet, c'est pour autre chose. Non, mais sérieux, t'as fait archéologie? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Non, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui m'a pris d'étudier l'archéologie ou de switcher? Je fais pause sur ton projet préféré. On revient après. Les potes Legal vont me rappeler pour le projet préféré tout à l'heure. Archéologie, qu'est-ce qui se passe? C'est Indiana Jones? Ouais, c'est quoi qui t'a... Non, ouais, c'est ça. En fait, quand j'étais petit, j'allais en vacances avec mes parents en Italie, en Grèce. Je voyais ces sites, ces ruines abandonnées. Je trouvais ça fou que des villes entières aient pu être abandonnées comme ça. Et le fait de regarder les films Indiana Jones, ça me faisait voyager. J'aimais bien le côté glamour, l'aventurier, etc. Et donc j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'ai 6 ans. J'ai jamais pensé à faire autre chose qu'étudier l'archéologie et l'histoire de l'art. J'ai été diplômé, j'ai étudié ça à l'université, à Namur puis à Louvain. Et puis voilà, j'ai travaillé dans le domaine de l'archéologie pendant 6 ans à l'international. J'ai travaillé en Italie, en Grèce, en Russie, au musée. Pause. Tu vas nous faire une. J'ai jamais rencontré d'archéologue de ma life, moi. Ah ben. Déjà, j'ai jamais rencontré. Et t'as bossé dedans? Ouais. T'as bossé sur quel projet? Alors donc ma spécialité c'est l'archéologie minoenne, donc c'est-à-dire c'est l'archéologie de la civilisation crétoise. Donc tu vois tu connais le Minotaure, le labyrinthe du roi Minos. Ouais. Ben voilà, c'est cette civilisation là. Pré-hellénique, donc avant les Grecs classiques qu'on connaît. Et donc c'est une culture qui est incroyable en Crète et dans les îles grecques. Et donc moi j'ai fouillé là-bas pendant 10 ans avec mon professeur Yann Drissen et l'équipe de l'université de Louvain. Et en plus de ça, après j'ai travaillé en Italie dans des institutions culturelles à Florence. Et puis j'ai travaillé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie, qui est le plus grand musée du monde, c'est même plus grand que le Louvre. Donc voilà, ça c'était mon parcours en tant qu'archéologue. Puis je suis revenu, je suis arrivé chez Dirty. C'est incroyable. Non, mais ça c'était un truc que je ne savais pas du tout. Ah ben voilà. Archéologue, ouais. Et t'as fait des fouilles et tout. T'as découvert des trucs ou pas? Ouais. En fait, on a même fait des découvertes majeures, plutôt d'un point de vue architectural, mais le site sur lequel on fouille depuis 10 ans, qu'on pensait être un site découvert qu'en fait c'était un palais en fait. Vu l'architecture et la disposition, c'était un site d'une importance majeure en Crète, et donc ça chamboule la compréhension qu'on avait du système sociétal minoen. Donc voilà, c'est super intéressant. Ouais. Et juste pour savoir, tu sais que moi l'école c'est pas le grand amour. Qu'est-ce que t'apprends en archéologie? Ouais.
C'est de l'histoire, c'est beaucoup d'histoire. Ouais, donc beaucoup d'histoire. Après, l'archéologie, à la différence de l'histoire, c'est qu'on vraiment on s'intéresse aux artefacts, aux productions humaines, et on a un champ d'études plus global. Les historiens vont surtout s'intéresser aux écrits, les écrits de l'Antiquité qui restent. Les archéologues, ils vont à la fois étudier les monnayages, ils vont étudier l'architecture ancienne, ils vont étudier les techniques de guerre anciennes, l'armement. Ils vont travailler de ça de manière beaucoup plus large. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de toucher à la quintessence de l'humanité et de faire un peu un travail d'enquêteur. En fait, c'est comme un travail de police judiciaire, mais sauf que tu étudies des meurtres il y a 3000 ans. Ah, exactement, c'est la police scientifique, mais D'avant. il y a 3000 il y a beaucoup ans. moins, il reste pas beaucoup des cadavres. Il reste pas beaucoup de victimes. Non. Voilà. Ce qui rend ça plus difficile. Cool. Ouais. Et donc tu me dis, tu reviens sur Dirty, ton projet préféré? Ouais, projet préféré, c'est un projet qu'on a fait en Inde. C'était dans le cadre de la visite d'État du roi et de la reine qui venaient fêter les 70 ans de relations diplomatiques entre l'Inde et la Belgique. Et dans ce cadre-là, l'ambassade de Belgique de New Delhi, c'est un bâtiment incroyable qui a été construit par un architecte indien ultra connu, Satish Gujral. Et ce bâtiment incroyable, on savait qu'il allait avoir une garden party avec le roi, la reine, les ministres, etc. Et donc, du coup, Wallonie-Bruxelles International nous a demandé de réaliser une performance, un show, projection mapping, pendant que tout le monde était dans les jardins de l'ambassade. Et voilà, et c'était un projet qui était créateur de contenu Dirty Monitor pour la Wallonie, donneur d'ordre de Wallonie-Bruxelles International, et avec des projecteurs Barco qui est une grande marque de projecteurs belge, flamande. Ouais, et donc du coup c'était un projet qui goupillait vraiment toutes les forces vives du pays, et c'était super, la reine était super émue, et bon, moi c'était mon premier projet que j'ai apporté, abouti, mené à bien, et donc du coup j'en garde beaucoup de souvenirs, et c'était super rock'n'roll à mettre en place. Donc, et vous reste des vidéos de cette performance? Bien sûr, ouais, tout à fait. Tu peux trouver ça sur Vimeo. On a toutes nos vidéos là. Ce qui était catastrophique, par contre, c'est qu'à New Delhi, il y a ce qu'on appelle le smog. Le smog, c'est le brouillard dû à la pollution. Et donc, le jour du show, il y avait un brouillard catastrophique, ce qui fait que la projection, on la voyait pas très bien. Et mon boss pétait un câble. Au moment où le roi s'assied pour regarder le spectacle, mon boss il dit on annule. Il fait non Arnaud, laisse tomber, on annule le show. Et je dis on peut pas annuler, le roi il vient de s'asseoir, il prend le micro, tu dis que c'est annulé. Il y a tout le monde qui attend comme ça et tout. Donc j'ai dû convaincre que lui avec son œil d'artiste il allait voir que c'était pas aussi bien que ce qu'on aurait pu faire dans un meilleur contexte, mais que la plupart des gens trouveraient ça merveilleux. C'est ce qui s'est passé, donc sauvé. Le stress de dernière minute. Ah ouais, à fond, j'avais pas besoin de ça. J'étais déjà stressé. Non, mais écoute, en tout cas, et toi, ton boulot chez Dirty Monitor, c'est d'aller, t'es business dev? Ouais, c'est ça, BizDev. Après, pas uniquement, je fais aussi de suivi de projet parce qu'évidemment, les projets que je vais chercher à l'étranger, donc mon boulot, c'est vraiment d'ouvrir des portes, de rencontrer les gens des gouvernements, des administrations des grandes villes, des marques de luxe, des musées, voilà, vraiment arriver dans des pays, voir quels sont les événements sportifs ou culturels qui vont avoir lieu dans les 2-3 prochaines années, les Jeux Olympiques ou des trucs comme ça. Aller essayer de rencontrer les gens. Je vais peut-être spoiler quelque chose là, mais donc. On va parler d'un truc. Je vais peut-être spoiler quelque chose, mais et voilà. Après ça, voilà, faire aboutir le projet, ce qui prend du temps, ce qui est vraiment difficile. Et une fois qu'on s'y met, je fais aussi le suivi du projet pour m'assurer qu'il tourne bien. Donc je vais aussi après, je retourne après sur place pour mener le projet. Et là, c'est chouette quand tu sais que de A à Z, tu as assisté à toutes les étapes de réalisation d'un show. C'est toujours très émouvant. Et tu peux nous citer quelques marques avec lesquelles vous bossez? Ouais, bien sûr. Donc, comme on a travaillé pour Porsche, on a lancé la Porsche Boxster à l'époque avec un écran holographique. On a travaillé pour Bosch, on a travaillé pour ASCO. ASCO, c'est une grosse boîte qui fait des pièces d'avion. Et donc, on a été dans les hangars de la Lufthansa à l'aéroport de Francfort. On avait reconstitué un avion gonflable, vraiment taille réelle, mais c'était un ballon, quoi. Et sur lequel on venait projeter en mapping des effets devant tout leur management. C'était vraiment cool. On a travaillé pour Patek Philippe, c'est donc les marques de luxe qui coûtent 75 000 € la montre. On a été à Shanghai faire un premier show pour eux dans une maison coloniale de Shanghai. Et ils ont tellement adoré qu'ils nous ont rappelé à Genève l'année d'après. On a fait les 175 ans de Patek Philippe en immersion complète dans la manufacture Patek Philippe. Un show qui racontait l'histoire de la compagnie depuis sa fondation jusque maintenant, les valeurs de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est toujours très exclusif, mais qui galvanise évidemment les marques. T'as bossé aussi pour Georges Clooney?
Non, Georges Clooney, on n'a pas fait Nespresso encore. Non, pas encore. Non, non, pas encore, pas encore. Mais c'est une bonne idée. Ouais, Je note prospection. Pourquoi pas? Écoute, pour des chaînes de TV aussi, vous avez bossé ou pas? Ouais, bien sûr, pour les chaînes de télé, en Belgique, quand on travaille en Belgique, bien sûr, on travaille évidemment avec notamment la RTBF, mais c'est vrai que, bon, je veux dire, le plus important, au-delà du Moyen-Orient, quand on travaille avec les chaînes nationales, quand on a fait des shows, on a inauguré l'Opéra national du Koweït, donc là on a travaillé avec la télévision nationale du Koweït, ça a été retransmis dans tout le Moyen-Orient. Mais je pense que la plus grosse collab qu'on ait fait, c'est avec CCTV, qui est la chaîne nationale chinoise, et là on a fait le festival du film de Pékin sur le Temple du Ciel, qui est le temple le plus connu de Chine, et donc là en fait le show d'inauguration a été diffusé par CCTV, ça a été vu par plus d'1 milliard de personnes en fait, 1 milliard de téléspectateurs. Donc, Incroyable. c'est cool. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Merci. C'est cool. Dis-moi, ton boulot, toi, c'est juste voyager et ramener des contrats. Et boire des coups, ouais, c'est ça. Non, oui, après, on pourrait résumer ça à ça. Après, effectivement, je fais aussi un peu pas mal de PR aussi, donc public relations. J'essaye vraiment de faire sortir Dirty Monitor de son image de collectif underground. Voilà, vu que maintenant, on est une entreprise en tant que telle, on garde notre identité de collectif, on garde notre identité un peu roots, mais voilà, j'essaie aussi de développer des liens avec les institutions en Belgique, avec les affaires étrangères, avec la WEX, avec WBI, parce que comme tu parlais tantôt de rayonnement, c'est vrai que je pense que ce qu'on fait y contribue et qu'on a des moyens, des possibilités, nous, de raconter des histoires avec des formats, des technologies complètement inédits. Et donc voilà, j'essaye de nous amener vers ça. Donc je suis un peu multicasquette, comme tout le monde chez Dirty. On n'a pas tous un seul. Et dis-moi, hors Covid, c'est combien de temps tu es en Belgique, combien de temps tu es à l'étranger? Hors Covid, je suis, c'est une semaine sur 3, je suis en Belgique, on va dire à peu près. Ouais, non, c'est assez. Ah ouais, Il y a des quand fois, même. j'ai pas le temps de revenir. Il y a des fois, je crois que le pire, une fois que j'ai fait Bruxelles, Londres, Dubaï, Singapour, Manille, Jakarta, Kuwait City, Bruxelles. Tout ça en une semaine. Donc voilà, ça c'est. Donc faut aimer l'avion. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais. Et dis-moi, maintenant vous êtes combien à Dirty Monitor? Mais donc nous, comme on est un collectif d'artistes, on a un noyau dur, une base d'une quinzaine de personnes qui est là full time toute l'année. Et après, en fonction des projets, en fonction de l'ampleur des projets, on se staff. Et donc, en général, on varie entre 20 et 25 personnes. On est déjà monté à 30, 35 personnes quand on a travaillé sur des grands projets simultanés. Mais voilà, après, on arrive aussi à la limite, non seulement en termes d'espace dans nos bureaux, nous on occupe les studios au-dessus du K10, mais aussi même en termes d'identité d'entreprise. Au-delà de 40 personnes, je pense que tu perds ce côté humain, ce côté relation, vraiment cette dynamique entre collègues avec laquelle on travaille. Donc du coup, il y a aussi une volonté de ne pas non plus s'étendre trop en termes de personnes, quoi. Donc voilà, core team 15 personnes, en moyenne 20-25 personnes. Ouais, mais c'est quand même fou qu'une boîte, si je dis allez, 30 personnes, 35 personnes, Au max, ouais. au max, fasse rayonner autant la Belgique à travers le monde. Ouais, nous on a parfois du mal à s'en rendre compte en fait, parce qu'effectivement nous tout est fait maison ici dans nos studios, on a nos vies ici à Charleroi, nos potes, on vient quasiment tous d'ici, on a grandi ici, et donc effectivement parfois quand on voit qu'on est reçu un peu parfois comme des guests, c'est les Dirty Monitor, vous êtes là, c'est un honneur, etc. Qu'on est reçu à Macao, Festival des Lumières, c'est un honneur et nous on est là, c'est un honneur. C'est nous l'honneur, il est pour nous, tu vois. Donc parfois on a du mal un peu à s'en rendre compte, mais c'est ça aussi qui fait que je pense qu'on garde notre identité, c'est le fait qu'on se prenne pas trop la tête par rapport à ça et qu'on continue à la jouer tranquille. Et dis-moi, toi, en tant qu'ex-archéologue, donc tu es archéologue, tu fouilles pendant 10 ans. Ouais. Et tu vas chez. Comment. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce qui se passe? What? C'est qui ce gars du RH En fait, c'est un peu un concours de circonstances, mais quand j'ai travaillé en Russie, au musée de l'Ermitage, je suis tombé par chance pendant les 250 ans du musée de l'Ermitage, donc beaucoup d'événements très très haut de gamme, et en fait j'ai été impliqué dans la gestion de tous ces événements. Donc c'était un peu mes premiers pas avec l'événementiel, avec la gestion de l'événementiel. Et donc voilà, je voulais rester en Russie, mais pour être nommé au musée de l'Ermitage, il fallait être de nationalité russe. Je ne voulais pas prendre la nationalité russe. Donc à un moment, je me suis dit, ce que j'ai vécu là, je ne pourrais pas le revivre, même si je reste 50 plus ici. Ouais. Voilà, j'avais besoin d'avoir fait le tour et que tout le reste aurait été plutôt décevant. Donc je me dis, je vais rentrer en Belgique. Et là, en fait, j'ai fait une formation en business international parce qu'en fait, mes potes archéologues, ils me disaient, t'as quand même une tchatch, un feeling avec les gens. Et on voit maintenant le business culturel, c'est vraiment un secteur qui se développe. Enfin, on le voit tous. Hein, et donc du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et donc j'ai étudié ça. Et puis
je voulais faire un stage, mais moi, je suis pas un commercial à la base. Moi, ce que j'aime, c'est la culture. Donc, si je peux le mettre en avant avec des compétences commerciales, super. Mais donc, j'avais fait une liste d'entreprises dans lesquelles je voulais postuler, faire un stage. Mon numéro 1, c'était Dirty Monitor, parce que je dis, ils font tout, ils font du culturel, ils font partout dans le monde. C'est super haute qualité, dans des événements super classe et tout. Ils viennent de Charleroi, ils représentent leur ville, ils sont fiers d'être d'ici. J'ai l'impression que je cochais moi-même toutes les cases de ce qu'ils faisaient, que c'était quelque chose qui me plaisait. Et effectivement, j'ai rencontré Orphée, un de nos deux CEO, et ça s'est passé immédiatement. En fait, il m'avait dit on prend personne. Il y avait personne qui faisait mon job avant chez Dirty. Il a dit on n'a pas spécialement besoin de quelqu'un pour faire ça. Mais finalement, j'ai fait mon stage et je suis jamais parti. Voilà. Ok, donc c'est via le stage. J'ai fait un stage, ouais, c'est ça. Je suis parti à Hong Kong. En fait, j'ai fait prospection pendant 3 mois à Hong Kong pour Dirty Monitor. Et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont revenues de ce stage. Et donc, du coup, entre guillemets, j'avais fait mes preuves. Et puis voilà. Et donc, au début, je faisais uniquement prospection commerciale. Et finalement, après, j'ai pris d'autres responsabilités dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des choses qui me plaisent, quoi. Et toi, c'est quoi qui te plaît dans ton job? Mais ce qui me plaît surtout, c'est le fait que moi-même, n'étant pas un artiste, mais étant un amateur d'art, grâce à mon boulot, je peux contribuer à de la création artistique. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui important pour toi. Ouais, parce que ça me frustrait, moi, de toujours d'être baigné dans l'art toute ma vie, et baigné dans la beauté, mais de ne pas savoir la créer moi-même, parce que j'ai pas cette fibre-là. Tu vois. Mais là, ici, je travaille avec des artistes qui sont brillants, qui sont en plus devenus tous des amis. Cet aspect collectif, ça me rappelle un peu les scouts, je faisais les scouts, etc. Donc, le fait qu'on se mette tous ensemble autour d'un projet artistique, qu'on fasse ça à la base pour le fun plus que pour l'argent, parce qu'il y a plein de projets sur lesquels on va se dire qu'on va perdre un peu de sous, c'est pas grave, mais au moins on s'éclate. Voilà, toutes ces choses-là me motivent à fond. Et puis voilà, c'est la dimension voyage évidemment que j'adore depuis toujours, et ça me permet de voyager, mais de voyager en plus dans un contexte toujours classe, cool, dans le quatre coins du monde, quoi. Donc, ouais, t'es un vénard. Ouais, à fond, ouais, j'en suis assez conscient. Ouais, bien sûr. Dis-moi, pour la suite, c'est quoi les ambitions de Dirty Monitor? Ouais. Donc, chez Dirty, là, ici, on a un peu opéré un changement de... Je ne veux pas dire un changement de créneau, mais entre guillemets, maintenant se développent de plus en plus les expos immersives. Hein. Donc, vous avez peut-être entendu que pour l'instant, il y a l'expo sur Gustav Klimt qui tourne à Bruxelles, à la Galerie Horta. C'est nous qui avons réalisé les contenus. Et donc, on avait fait précédemment l'expo Van Gogh, l'expo Monet. Donc, voilà, nous, de plus en plus, on se tourne vers le monde muséal. Et c'est aussi quelque chose que moi, j'aime et que je pousse, évidemment, en tant qu'archéologue. Parce qu'on est convaincu que l'impact de notre boulot, vraiment de nos technologies, peut avoir un rôle éducatif. Tu vois, vraiment un rôle. Les gens, ils vont aller dans un musée, mais s'ils viennent voir notre expo immersive, nous c'est de l'entertainment, mais du coup qui a un côté aussi c'est un peu sexy, qui plaît aux enfants, qui plaît aux familles, qui plaît aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les musées. Et donc voilà, nous vraiment on pense, là on ouvre 15 nouvelles expos Van Gogh aux États-Unis dans les 3 prochains mois, donc Atlanta, Boston, on vient d'ouvrir à Las Vegas. Donc on pense que voilà. Atlanta, Boston, elle vient d'ouvrir à Las Vegas. Le type tranquille. Il m'a parlé de la Kunstkarbe qui est de moi là, tu vois. Non mais je parle de ça parce qu'on est en plein dedans pour l'instant, donc et donc du coup voilà, on pense que ça, les expos immersives pour les 5 prochaines années, à mon avis, c'est encore le truc qui va boomer jusqu'à ce que les gens en aient marre et qu'on passe à autre chose. Et donc nous, avant, on faisait des shows qui étaient vraiment toujours ponctuels. C'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie, en argent pour un show qui a lieu une fois et puis après qui n'est plus jamais visible, si ce n'est en vidéo, comme vous avez vu, quoi. Et donc voilà, là maintenant, on pense que là, ça permet à des gens de profiter de notre boulot sur des plus longues périodes. Tu sais, tu me parlais de l'aspect éducatif, c'est important pour toi? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte. En fait, nous, à la base, on vient vraiment du milieu underground. À la base, notre target, c'est les jeunes branchés, musique électronique, etc. C'était ça. Mais après, on a vu qu'avec notre sensibilité artistique et les gens avec qui on travaille, qui sont des historiens, qui sont des universitaires, des poètes, des danseurs, des chorégraphes et tout, à chaque fois, on voit que l'émotion qu'on arrive à transmettre dans nos shows a un impact, et que cette émotion-là, si on arrive à la lier avec une narration historique, par exemple, ou voilà, dans des musées, tu vois, alors on remarque que les gens le retiennent mieux, retiennent mieux ce qu'ils ont vu s'ils ont été impactés émotionnellement. Et donc on voit dans des installations muséales qu'on a fait, effectivement sur les guerres napoléoniennes, les gens sont submergés par la performance qu'ils ont vue, et après ils s'en souviennent. Et donc du coup on voit aussi que dans nos expos immersives, les enfants ils courent partout, ils voient de l'animation, ils voient les détails des tableaux qui bougent et tout, et du coup ils savent parler de, voilà, j'entends des petits enfants de 6 ans qui parlent de Claude Monet. Mais moi à 6 ans jamais je parlais de ça, tu vois. Donc et on pense qu'à ce niveau-là vraiment c'est un nouveau créneau et qui est intéressant à exploiter. Oh je me suis mis le son en même temps. Je voulais voir le chat, tu vois, et je me suis mis le son en même temps. Je sais pas comment je peux. Voilà, je le retire comme ça. Voilà, top.
Non, je voulais voir en fait si le chat est réagi parce Ouais. que j'étais pas connecté. C'est pas très pro ça que je n'étais pas connecté. Tu vois. Ouais. Eh, tu t'applaudis toi-même, Taras. Tu Dans, t'appla- dans le chat, il y Euh, a quelqu'un qui demande, qui dit ouais, sacré parcours le mec, et c'est quoi la découverte qui l'a le plus choqué? Ah, En en archéologie ou Dirty Monitor? C'est quoi Alors, Ben, fais-nous les deux, j'imagine- fais-nous les deux. La découverte, j'imagine que c'est en archéologie et c'est assez intéressant. Je pense qu'on peut, enfin, ouais, que je peux en parler. En fait, la dernière campagne de fouille, donc avant le Covid, on fouillait une nécropole, donc un cimetière, hein, ancien, et toutes les tombes de la nécropole avaient été pillées. Sauf un élément central qu'on a fouillé, et dans cette tombe, on a découvert une princesse, une jeune fille de 23 ans, probablement, enterrée avec encore des parures, des éléments, des bijoux, etc. C'est la seule tombe qui n'a pas été pillée. Donc qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire des 1000 ans, de 2000 ans, 3000 ans qui se sont passés entre sa mort et maintenant, pourquoi personne n'a jamais osé toucher à ça? Et en fait, comme cette tombe-là, on est tombé dessus, comme toujours en archéologie, tu fais la découverte majeure 3 jours avant la fin de la campagne. On l'a trouvé, et donc du coup, il a fallu qu'on fouille de nuit aussi pour pouvoir enlever tous les ossements, tout prélever avant de clôturer la campagne. Donc j'ai dû dormir avec ce squelette de princesse, enfin juste à côté pour surveiller, pas qu'il y ait des pilleurs, etc. Donc voilà, ça c'est. T'as dormi avec une morte. Ouais, voilà, donc il y avait la tombe, et j'étais avec les gens du ministère de la culture grecque qui étaient avec moi, et on attendait la nuit pour pas qu'il y ait des pilleurs qui viennent. Donc c'était la nuit la plus bizarre de ma vie, mais c'était cool. Ouais, c'est incroyable. C'était cool. La Kika demande quel projet était le plus intéressant chez Dirty Monitor. Ah, j'ai posé cette question. T'as pas suivi de la Kika? Là, regarde, Non, j'ai posé cette question. J'ai dit celle qui t'a touché le plus. qui m'a touché Le plus intéressant. Dis-moi le plus gros budget. Ah, le plus gros budget, c'est Allez, pas vas-y. souvent les plus gros budgets, c'est pas les plus intéressants. C'est Ah, même c'est souvent les plus chiants, parce que c'est souvent les projets en Arabie Saoudite où là on est très contrôlé sur nos contenus, et donc du coup on doit faire des trucs très standardisés, mais ils ont des gros budgets. Par contre, je dirais qu'un projet pour moi qui est peut-être l'apothéose de ce qu'on peut faire, tu vas rire, hein, mais c'est un projet qu'on a fait à Mons, sur la grande place de Mons, sur l'hôtel de ville, qui est déjà un bâtiment qui est magnifique, mais qui est difficile à travailler en mapping parce qu'il est sombre. C'est un bâtiment un peu d'architecture baroque, donc et c'était le show pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'était avec quand il y a toute la délégation des Canadiens, des Anglais qui sont venus, le prince Laurent était là. Et en fait, on a fait un show où on a travaillé avec des historiens pour vraiment restituer l'ambiance de la guerre, mais même dans les uniformes, dans les pièces d'équipement, etc. On a envoyé la patate vraiment à un moment, la façade qui se retournait en mode des tanks qui défonçaient le truc. Donc on s'est fait plaisir. Et on a travaillé avec Moshe Lan, qui est un rappeur slammer de Charleroi, Ouais. qu'on connaît bien. Simon Ouais. Delcos, que tu connais. Voilà, qui est un super artiste qu'on adore. Et en fait, notre idée, c'était de se dire, on doit faire une narration. Eh ben, c'est Simon qui va être notre soldat inconnu. Et donc Simon, il s'est inspiré des carnets de guerre de l'époque pour écrire tout un texte où il narre, lui en plus il narre avec son accent bien chez nous, donc c'est trop classe. Tu vois. Et il narre ça, et à 2 reprises dans le show, il rappe. Il rappe, il fait un slam sur voilà ce que c'est d'être un soldat. Il est là, ouais, je suis dans cette tranchée, sous des débris, une balle dans le ventre, shrapnel dans l'épaule. Et c'est extrêmement touchant parce qu'il parle de son pote qui est en train de mourir. Ça, c'est la première scène. Et alors, à la fin, Simon, il enlève ses habits militaires. Il arrive sur scène comme un jeune de maintenant et il dénonce les guerres modernes, toutes les guerres, toutes les formes de guerre. Et pour moi, ça c'était l'apogée, parce qu'on travaillait notre travail de narration, notre wow effect, on travaillait avec des hologrammes, on travaillait avec des performeurs justement, avec un autre artiste. Donc je pense que ça combinait toutes nos forces en fait. Donc je dirais que c'est vraiment très intéressant. Ouais, ça devait être. Et ça existe. Il existe encore des vidéos, tout ça. Tout ça, en fait, nous, on est obligé de garder une trace, donc tout est disponible aussi sur Vimeo, parce Ça, que c'est le seul élément qui reste de notre Ça, c'est travail. mon autre question. Pourquoi Vimeo? Alors Vimeo, parce que c'est une plateforme de diffusion artistique. Nous, en ok. fait, voilà, la plupart des artistes digitaux vont travailler plutôt sur Vimeo et pas sur YouTube, parce que nous, notamment dans notre travail de la musique, on compose nos propres musiques, mais parfois on reprend des musiques pour lesquelles on achète les droits et on les retravaille, mais on achète les droits pour la diffusion lors d'un show. Et donc YouTube, il va pas détecter ça, donc tout de suite ça risque de bloquer, juste pour ça. Et donc du coup, voilà, nous on travaille sur Vimeo parce que c'est la plateforme en général des artistes digitaux, mais ce qui fait que du coup on n'a pas beaucoup de vues. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre Vimeo, les gars. sur notre chaîne. C'est Vimeo. Oh, ouais, Voilà, Dirty Vimeo. Monitor. Dirty Monitor, et vous pouvez Il y a voir tout ce qu'ils ont fait. tout ce C'est des qu'on a trucs fait, ouais. époustouflants. Vraiment, j'ai été voir, moi, ça, je suis resté bluffé. Ouais, c'est ça, c'est sympa. La Kika demande, et aussi Dirty Monitor, vous n'avez jamais eu de problème technique pendant un direct?
tout le temps. Ça Que fait partie du tous taf. ceux qui connaissent, tous ceux qui travaillent dans dans la diffusion, dans le broadcast, dans le spectacle, dans l'event savent qu'il y a des problèmes permanents. Et effectivement, il y a des fois où le show est à la limite de ne pas se faire et il se fait. Mais par exemple, Vous avez déjà annulé? non, on n'a jamais annulé parce que ça, ce serait vraiment un échec. Ce serait un échec. Et nous, en fait, tu sais, quand tu développes une réputation, l'échec, c'est ce pourquoi on va se souvenir de toi. Tu vois. Et donc, du coup, vraiment, c'est quelque chose qu'on s'interdit. Donc, on met toujours tout en œuvre avec nos collaborateurs pour ne jamais que ça se produise. Mais effectivement, on a déjà eu pas mal de frayeurs à tel point qu'il y a des fois où on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. L'émir du Koweït s'installe. Ah, le dinosaure mécanique, il fonctionne pas, etc. Merde, qu'est-ce qu'on fait là. Et voilà, puis on lance et ça tourne. Par exemple, pour te dire qu'à Macao, une fois, le show ne se passait pas bien parce qu'ils avaient laissé tout l'éclairage public pendant la nuit. Et donc, moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez? On a dû se battre pendant 4 jours. Moi, ils me disaient, on ne trouvera pas de solution. Les Chinois ont essayé pendant des années. L'administration, il ne veut pas. Je dis, vous voulez pas? Moi, je prends un marteau, une échelle. La nuit, je viens, je casse tout vol lampadaire. Je m'en fous. Je le fais parce que sinon, mon boss va me tuer. Et le lendemain, c'était fait. Et les gens de Macao, ils disaient, mais comment vous avez réussi Marteau, échelle. La menace. Retenez ça, la menace, ça sert toujours. T'as encore des questions? On a Baki C78 qui nous demande, et du coup, vous pouvez garder ce que vous découvrez, parfois genre un petit souvenir. Ah, c'est toujours l'archéologie. Un petit orteil, un petit orteil. Non, bien sûr que non, parce qu'en fait tout est répertorié, tout est encodé, parce qu'en fait en archéologie, ce qu'on cherche, c'est pas tellement des trésors. Nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est vraiment les objets de la vie quotidienne. C'est de ça qu'on retire le plus d'informations. Et les objets, une fois qu'on les retire de leur contexte, nous c'est le contexte qui nous donne les infos. Une fois retiré de son contexte, un objet il a plus de valeur même à scientifique, quoi, tu vois. Donc tout ça, bien sûr, doit être très réglementé. On est surveillé et contrôlé par le ministère de la culture grecque. Donc non, on peut pas embarquer des cadeaux comme ça, sinon c'est du vol d'antiquité. Donc, je vais revenir à cet aspect éducatif. Vous collaborez avec des écoles, vous collaborez avec des étudiants, vous recrutez comment? Alors en fait, collaborer avec des écoles, oui et non. En fait, on travaille beaucoup avec les écoles voilà, d'audiovisuel, donc avec l'IAD, avec Albert Jacquard, notamment à Namur. En fait, la plupart des membres de notre équipe de base sont des gens qui ont commencé leurs études là-bas, qui ont fait un stage chez nous et qui n'ont jamais terminé leurs études, qui sont restés chez nous en fait. Donc effectivement, on a ce genre de relation avec ces écoles-là, où en général, ils nous envoient leurs meilleurs éléments pour des stages et ils nous les recommandent. Après, effectivement, des étudiants, oui, on essaie de prendre un maximum de stagiaires, quel que soit le domaine d'études, hein, parce qu'on a des gens en communication, des gens en marketing. Et voilà, dès qu'on trouve qu'il y a un petit feeling, c'est surtout au niveau personnel, quoi. Tu vois, que tu sens la personne qu'elle est alignée avec l'équipe, etc. Alors, ouais, effectivement, c'est notre manière de travailler avec les étudiants. Après, on avait déjà réfléchi, même avec toi aussi, ici à Charleroi, avec Charleroi, avec toute cette dynamique qui est en train de se créer nouvellement. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de besoins dans le secteur du digital et qu'il y a potentiellement plein de raisons de créer des formations pour combler à ces besoins des entreprises, etc. Et donc voilà, du coup, je pense qu'on a encore pas mal de choses à discuter ensemble à ce sujet, parce que nous, les gens dans notre secteur nous connaissent, hein, les gens du digital et les étudiants aussi. Et pour eux, évidemment, parfois c'est une ambition de venir travailler chez nous. Donc je pense qu'on peut être un moteur à ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment concrètement développé quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu penses par rapport au digital est-ce qu'ils ont un niveau suffisant, les stagiaires que tu accueilles? Est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre des choses en place? Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à changer ou est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, ça, je pense qu'il ne faudrait pas s'en contenter. Non, effectivement, alors nous, on a la chance quand même d'être fort sollicité pour des stages ou pour des embauches. Donc on a la chance de pouvoir, entre guillemets, écrémer, je ne vais pas parler comme ça, mais entre guillemets, on a la chance de pouvoir choisir les meilleurs. Maintenant, effectivement, comme notre discipline évolue de plus en plus, on le voit avec l'émergence de l'Unreal Engine, avec l'émergence des nouvelles technologies XR Stage, etc., les studios virtuels, la réalité virtuelle aussi maintenant qui prend vraiment son essor. Donc effectivement, on voit que pour tout ce qui est 3D temps réel, on va avoir une demande accrue ces prochaines années. D'ailleurs, c'est un profil qui est recherché et en manque partout, parce qu'on s'arrache ce genre de profil, toutes les boîtes digitales. C'est quoi comme formation ça qu'on doit faire pour avoir ce profil? Pour travailler avec l'Unreal Engine, souvent ce sont des autodidactes ou c'est des formations qui se donnent en ligne. Il y a peu
peu en fait de formations qui se donnent en réel. Il y en a en Flandre. Notez ça, les pattes légales. Unreal Engine, Ouais, on lance cette formation-là. Ouais, C'est épique, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'engin, C'est Fortnite, les gars. c'est ça. Et donc en fait, mais oui, et en fait, c'est quelque chose qui est open source. Ils s'en servent pour de l'open innovation depuis qu'ils ont ouvert ça au public et que les gens ont pu développer leur propre système avec l'Unreal Engine. Le truc a complètement explosé. Et donc voilà, je sais qu'en Flandre, il y a une université digitale privée qui dispense des cours. Le plus difficile à trouver là-dedans, c'est les profs. C'est des profs parce que ils sont très sollicités et souvent ils donnent des formations en ligne, mais là je pense que sans me tromper, que celui qui ouvrira des formations 3D temps réel ici, sa formation sera remplie et les gens trouvent un job à la sortie immédiatement, donc voilà, nous c'est quelque chose qu'on préconise parce qu'on le voit que dans notre secteur c'est l'avenir. Écoute, j'ai une question aussi par rapport à toi, tes ambitions par rapport à Dirty Monitor. C'est quoi ton rêve ultime? Mon rêve ultime, en fait, c'est un projet en fait bien spécifique. Moi, étant que je suis archéologue, tu sais peut-être qu'en Égypte, ils construisent le Grand Egyptian Museum, le GEM. C'est le plus grand musée du monde. Hein. C'est un projet à plus d'1 milliard de dollars au pied des pyramides du Caire. Excuse-moi, c'est pas un truc, il y a eu un cortège là, il y a pas longtemps. Oui, non, c'est pas la même chose. Ils ont transféré les momies de l'ancien musée du Caire dans le centre-ville vers le musée national de la civilisation égyptienne. Mais ils construisent un autre musée qui est beaucoup plus important encore. Okay. Qui sera inauguré ici dans les prochaines années. Et en fait, on a postulé on a remis un projet pour être sélectionné. On est parmi 3 boîtes sélectionnées maintenant, parmi 25 dans le monde qui ont mis. Donc on est potentiellement. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, mon vieux, je te jure, mais ça. Et alors, si on a ça, là c'est l'aboutissement parce que c'est ma carrière d'archéologue qui fusionne avec ma carrière de chez Dirty Monitor pour un show avec 50 chefs d'État qui va être visible dans le monde entier pour un musée qu'on en parlera pendant encore un siècle. Donc voilà, ça c'est mon rêve, frère. Donc voilà, souhaite-moi bonne chance. Ça va aller. Vous avez fait vos preuves. Je suis quasi sûr que ça va aller. Il y a encore des questions. On a la régie ici. On a la Patette Le Guen qui va nous poser des questions. Surallé nous demande si tu avais des conseils pour atteindre les buts que tu te fixes. En fait. Savoir ce que tu veux, c'est primordial selon moi. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et chaque moment de ma vie, que j'ai eu 10 ans, je me voyais à 15 ans. Quel genre de mec je veux être, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux avoir vécu. Et puis quand j'ai eu 15 ans, comment je me vois à 20. Et quand j'ai eu 20 ans, comment je me vois à 25. Qu'est-ce que je veux avoir, être, avoir. Et en fait, une fois que tu sais plus ou moins ce que tu veux, après tout le reste met en fait naturellement en place parce que consciemment et inconsciemment, tous tes choix vont te mener à ça. Donc ça te mènera pas nécessairement à ça précisément, mais ça te mènera dans cette direction-là. Donc voilà, je pense qu'avoir une idée claire de qui tu es, ce que tu veux et comment l'obtenir, c'est un bon début. Moi je suis assez d'accord. Comment l'obtenir, j'ai envie de te dire, pour moi, hein, on s'en fiche un peu si tu vas par là, mais ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux, où tu vas. Ouais, c'est ça, avoir la vision. Et le chemin, c'est pas grave. Le chemin, tu peux passer par la droite, par la gauche, par le bas, par le exactement. dessus. Et en fait, ça c'est la vie, tu contrôles pas tout. Et donc quand les opportunités se présentent, tu les saisis en fait, parce que ça c'est un peu hors de ta portée. Mais voilà, comme dit Ibrahim, à un moment, tu sais où tu vas. Ah ben ça va me rapprocher de mon but. Tac, j'attrape ça, et tu te bouges dans. Tu nous disais tout à l'heure qu'à 6 ans, tu savais que tu voulais être archéologue. Ouais. Et tu l'es devenu. C'est ça. Et tout le monde se foutait de moi quand j'étais petit. Il est fou lui, tu vois, parce que c'est vraiment pas le genre de truc que les enfants veulent. Mais mes parents m'ont toujours soutenu. Et puis du coup, quand j'ai revu des amis à moi d'enfance des années plus tard, ah putain, tu l'as vraiment fait. Pour moi, c'est Harrison Ford, archéologue. Mais pour moi aussi. Moi aussi. Voilà, c'est Indiana Jones, c'est son fouet. C'est ça. Moi, j'aime bien foutre des raclés aux nazis. Tout ça, c'est mon truc. Tu vois, donc voilà. Ah non, mais c'est toute ma jeunesse. Les gars, Indiana Jones, vous avez la ref ou pas? Non, mais vous êtes. Ils sont pas si jeunes que les ça. Gars, vous êtes nés en 2017, je sais pas moi. Tu vois, je peux pas savoir, il faut arrêter. Ils vont sortir un 5e là, mais c'est bon. Non, mais ça c'est Star Wars. C'est le même acteur, mais c'est pas le. Il a le même gilet en cuir. Lancez-lui des trucs. Il y a une autre question. Du coup, c'est quoi les technologies auxquelles Dirty Monitor s'intéresse?
Ah, il vient de le dire, je pense. Mais ouais, non, en fait, c'est une question intéressante parce que justement, on a la chance que nos deux patrons, Orphée et Mauro, ils soient vraiment passionnés par les technologies et chacun un peu dans ses secteurs. Et donc, en fait, on se tient très au courant de ce qui se fait, quoi. Et vraiment, dès qu'on voit quelque chose d'un peu sympa, attends, regarde là, il travaille avec des bras robotiques. Ah là, il travaille avec des capteurs de mouvement. Comment ça marche? On va essayer de comprendre comment ça marche et on va voir comment l'utiliser dans une prochaine prestation. Nous, toujours dans le but que ce soit pas un gadget. On va pas utiliser de l'hologramme parce qu'on dit ainsi on met de l'hologramme. Non, il faut que ça ait un réel intérêt artistique, un réel intérêt dans la narration. Mais donc virtuellement, on peut travailler avec toutes les technologies. On maîtrise pas toutes les skills en interne, mais on a la chance d'avoir des gars chez nous qui sont particulièrement brillants, particulièrement polyvalents, qui sont des profils technico-artistiques et en soi, ça nous permet de brasser très large dans le spectre. Et alors, voilà, on ferait bien quelque chose là. Ah ouais, ils viennent avec des idées, des vidéos. Regarde, j'ai vu ça, un scanner pour faire de la photogrammétrie, modéliser une bagnole en 3D en 2 minutes. Ah ouais, génial. Vous devez rester constamment à aware, ouais, comme dirait Jean-Claude. Mais ça se fait, tout à fait. J'apprécie beaucoup Jean-Claude également, parce que c'était soit archéologue ou karatéka, donc. Et non, effectivement, en fait, ça se fait naturellement. C'est pas qu'on fait un suivi technologique assidu, c'est que ça se fait parce que voilà, on collabore avec plein de gens partout dans le monde, donc on voit ce qu'ils font, on voit ce que nos concurrents font, et nos concurrents, c'est même pas des concurrents parce que c'est des autres collectifs d'artistes dont on est fan en fait, et ils sont fans de notre boulot, tu vois. Donc du coup, on s'inspire les uns les autres. C'est très stimulant en fait, c'est super stimulant. Top. Quels sont les prochains projets que Dirty Monitor pourrait utiliser? Voilà. Sydney déjà. Ouais, donc Sydney, c'est pour le mois d'août. On a un énorme projet ici en Chine qu'on va inaugurer ici, donc le 15 juin. C'est l'inauguration d'un grand musée, mais c'est dans le cadre de fêtes, beaucoup d'événements beaucoup plus globales près de Shanghai. Donc ça, c'est aussi voilà. On a toutes nos expos qui ouvrent, donc comme j'ai dit, Miami, Vegas, Boston, New York, quasiment, je crois, toutes les villes des États-Unis. 2 projets potentiels à Hong Kong, des expos immersives aussi, mais d'un autre style. Et je tease, mais Allez, on l'attend depuis tout à l'heure. Tu vas le lâcher. Il y a un an, les gars, il va lâcher ou pas? Tu vas lâcher l'info. Il y a un an et demi, j'ai rencontré le comité organisateur des Jeux Olympiques de Pékin. Ouais. Je les ai rencontrés et il y a eu des échanges. Voilà. Et donc les Jeux Olympiques, c'est en 2022, donc stay tuned. Stay tuned. C'est vrai? les gars, moi je vais vous dire un truc. C'est en 2022. Normalement, c'est fait. Mais il faut savoir que dans les événements internationaux, souvent, ils choisissent la veille. Mais on a eu pas mal de démarches. Donc, et là, ce serait aussi évidemment un aboutissement complet de faire une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques. Tu peux pas, il y a rien de plus balèze que ça dans notre secteur, dans le terme des événements mondiaux. Donc voilà, si on arrive à ça, plus le musée égyptien, c'est bon. Franchement, pour des petits Carolos, c'est. Je vous dis vraiment chapeau, je retire. Les gars, ils représentent ou pas? Dans la vérité. Il y a de quoi être fier et d'être belge ou pas? Hein, les gars, allez, on même fier d'être Carolo. Et bravo à toute l'équipe parce que c'est vraiment un travail collectif. Moi, je suis pas artiste du tout, donc ceux qui ont le vrai talent, c'est nos équipes évidemment. Écoute, en tout cas, pour nous, je le dis encore une fois, vous êtes une réelle fierté quand on va à l'international. Tu sais, moi, par exemple, quand j'ai parlé de Charleroi à des étrangers, le premier truc qu'on m'a dit, c'est Charleroi danse. Ah mais ouais, c'est super connu internationalement. Mais non, mais c'est vrai. Je connaissais pas. Et tu sais quoi? Ils sont à Molenbeek. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ils sont à Molenbeek aussi, Charleroi danse, tu vois. Ils ont ouvert, et moi, je connaissais pas et tout. Et on me dit, tu connais pas Charleroi danse et tout. Tu connais pas? Bah ouais, tu vois, c'est une réputation internationale de ouf. Et Dirty Monitor, tu vois. On te parle quand tu parles de Charleroi, les gens te parlent de Dirty Monitor. Mais tu vois, c'est quand même révélateur que c'est des entités entre guillemets culturelles, tu vois, et que c'est par là que le renouveau de Charleroi brille, hein, je pense. Hein. On a une vie culturelle ici qui est vraiment foisonnante, et avec le théâtre de l'Ancre, avec l'Éden, avec le Rockreel, qui sont tous dans leur secteur, voilà, des fleurons, hein. Et donc je trouve ça vraiment intéressant, et Paul Magnette l'a bien compris, que voilà, le renouveau de Charleroi passera entre autres par la culture. Donc j'imagine. Cool. Dis, j'ai encore des petites dernières questions un peu décalées. Je vois venir, vas-y. Donc voilà, c'est des questions capsules temporelles, tu vois. En gros, on va aller un peu dans le passé là. C'est mon boulot. Ok, c'est dans le boulot. Maintenant, voilà, c'est un peu de l'introspection aussi. Hein. Si tu pouvais refaire un moment dans ta vie, ce serait lequel? C'est difficile. Vaste question. C'est toujours un. Est-ce que si je changeais quelque chose, ça veut dire que je serais un pas moment là où dans ta vie que tu peux choisir et le refaire.
Ce serait des trucs avec des meufs. Non, pas dans ce sens-là. Non, ce serait plutôt voilà, des trucs d'amour où j'aurais dû dire non, ça c'est de la merde, ça va. Trop de perte Ça de temps. dégage. Ça dégage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à changer ta vie, mais qui n'est pas au courant? Il y en a plusieurs, mais je crois qu'ils sont au courant. Mais Non, c'est- mais ceux qui sont pas au courant. Des mecs qui t'ont impacté. Harrison Ford déjà. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Indiana Jones. Non, je dirais plus prosaïquement, je crois qu'il n'a pas conscience de l'impact, mais ce serait mon prof d'université, Yann Driessen, mon professeur. Je crois pas qu'il est conscient comme il a pu changer ma vision des choses et en mieux. Donc vraiment, ouais, ce serait lui. Tu regardes quoi comme série maintenant? Là, on passe au présent. Ouais. Tu regardes quoi comme série sur Je Netflix? suis en train de terminer le jeu de la dame, là, de Queen Gambit, le jeu sur les Oh, il est échecs. périmé lui. Ouais, encore, non, mais j'ai pas trop le temps, donc du coup, je regarde tout en retard, moi. Donc, Mec, c'est pardon. même level qu'Indiana Jones, c'est presque. ouais, c'est ça, des années 80 à peu près. Donc, non, et sinon, on m'a dit que The Crown était bien, donc je crois que je vais commencer. Mais bon, c'est J'ai 40, pas encore regardé moi. il y a 40, j'arrive pas à ce 40 truc. épisodes. Moi, je... Mais il paraît que c'est vraiment bien. Donc, t'attendais à ce que je dise Narcos et Non, même pas. Non, même pas. Les Pat Logan, vous regardez quoi vous sur Netflix? Ah, voilà. Ouais, mais c'est vieux Narcos les gars, c'est. Non, moi je me serais attendu, je sais pas moi, un Black Mirror, tu vois, un truc, Ah ouais, non, mais on est Il y en a un chaque saison là. Ça va, mais ça fait longtemps qu'il y en a plus, j'avoue. Mandalorian, mais c'est sur Disney+, on a parlé de Netflix. Ah oui, pardon, sois Tu attentif. vois, donc respect. Mais par contre, Mandalorian, ils utilisent une technologie qu'on est en train de mettre en place ici à Charleroi, les fameux studios virtuels là qu'ils utilisent pour leur tournage. Stay tuned. Unreal Engine. Unreal Engine. Ah, les gars, Mm. les gars, Ah ouais, on va recruter. formation, hein. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu as cru longtemps être vrai, et puis tu te rends compte maintenant que c'est faux? Oh, ça c'est. Je pense qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez naïf dans le sens où je crois que tout le monde est bienveillant. Et le monde du business m'a appris que non. Voilà, ça, effectivement, moi j'ai toujours voulu, ah ouais, viens, on va faire des ponts avec les gens, on va faire des collabs, même sans se faire de thunes, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, j'ai remarqué que cet enthousiasme n'était pas toujours partagé, donc ça j'ai un peu déchanté, mais bon, ça c'est le parcours de la vie, hein, je pense un peu. Quel film tu dois encore aller voir? Ah ouais, si, le dernier Scorsese, avec De Niro, Al Pacino. Irishman. Je suis un fan d'Al Pacino Il est complet. sur Netflix. Ouais, mais je suis un fan d'Al Il est Pacino. vieux. Ouais, mais il dure 3 heures et tout. Et donc, moi, je suis un fan ultime d'Al Pacino et j'ai pas encore vu ce film. Donc voilà. Al Pacino dans Hit ou pas Hit? Al Pacino dans Heat et dans Scarface. Surtout Scarface ou pas? Moi, préfère Scarface parce que Scarface m'a plus marqué quand j'étais petit. Mais après, Heat. c'est Heat, la- pour moi, De Niro est meilleur dans Heat. Moi, si tu me parles d'Al Pacino, c'est l'avocat du diable. Ah ouais, bien sûr. Ah, Ouais, bien sûr. ah. Ouais, parce que je pense que dans la vraie vie, Ah. c'est lui le diable en fait. Ah. Non, mais là, il est terrible. Non, il est excellent, il est excellent. Et je vais anecdote. Donne-moi une de tes anecdotes. Ouais. Boulot, pas boulot, comme tu Je vais veux. te donner une anecdote du boulot parce qu'elle est marrante. On est au Koweït, on doit inaugurer le plus grand musée des sciences naturelles du monde. Donc c'est un show qui implique des dinosaures. Et en fait, je dis des dinosaures. En fait, il y a une boîte égyptienne, ils font des dinosaures animatroniques, mais vraiment des vrais dinos. Il y a un mec dedans, dans le costume, et tu le vois passer. C'est vraiment Jurassic Park quand t'entends bam, bam, et la bestiole, elle bouge et tout. Je te montrerai les vidéos, c'est dingue. Et alors, à un moment, donc nous, on prévoit le show et tout. Et la veille du show, t'as la garde de l'émir, ils arrivent pour inspecter que tout va bien et tout. On fait une répète du show, à un moment, il y a le dino qui arrive là, et puis il gueule vers le trône de l'émir. Puis il y a un malabar balèze, barbu, grosse lunette de soleil bleu, képi. Le chef de la garde là, il fait, c'est pas possible ça. Je fais quoi? Le dino, il tranche pas la ligne là, parce que ça c'est la ligne des snipers de l'émir. Il y a les snipers, ils sont là. Donc si le dino il passe là, on tire. Donc on a dû tracer une ligne blanche. Mais je dis, vous avez pas tué le dernier dino Putain. Et donc voilà, on a dû tracer, et le dino il a dû rester bien loin de l'émir parce que l'émir enfin maintenant il est décédé, mais il avait 89 balais, donc fallait pas trop le faire flipper avec un dino qui allait faire ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool, enfin cool et à la fois pas cool qu'il veuille flinguer avec les snipers sur le toit là. Bon, voilà, ça c'est le contexte dans lequel on bosse parfois. Allez, j'ai encore une dernière question. Si un acteur devait jouer ta vie, quel acteur tu choisirais?
Oh, j'aimerais bien dire que ce serait Al Pacino, mais je crois que ce sera plutôt Christian Clavier. Non, non mais sérieusement, quel acteur tu choisirais pour jouer ta life? Ouais, il est pas corné. Qui ça? Il est pas corné. Je sais pas. Il est pas encore né? Il est pas encore né, ouais. Non, non, ce non, sera c'est blague. c'est quand t'es vieux qu'on joue ta vie, tu vois, pas à mon âge. Ah, quoique, on a fait un film sur Zuckerberg, il est plus jeune que toi. Hein. Ouais, même level, t'as raison. Bah écoute, pareil, c'est un peu... Ouais, c'est vrai. Non. Indiana Jones. Ouais, Au Harrison, moins Harrison Ford. Harrison Ford, mais non, c'est moi qui joue sa vie. C'est moi qui joue sa vie. Top. Écoute, pour finir l'émission, je t'invite à une partie de kicker. Je sais que t'es une Non. grosse. Je sais que t'es nul. Je suis une quiche totale. Je joue avec une main. Avec le pied. Je joue avec mes coudes. Au premier but alors, parce que je veux pas que l'humiliation publique dure. Là, bah, écoute, on va jouer 2 contre 2. On va mettre quelqu'un avec toi qui Quelqu'un de qui fort. gère, qui gère, Qui est fort. qui gère. Josh, tu gères? Bah, attends, bah, t'es Il une va vraie tenir, victime. il va tenir la. Je vais te tuer. Ok, bah, écoute. C'est parti. On garde nos micros. On garde nos micros jusque là. Ça va Ok, aller. c'est parti. On essaie de pas embarquer tout le. Ça va. Top. Ah, moi je vais en défense. Moi je vais en défense. Parce que Moi, je vais en l'attaque je défense. suis nul. Enfin je suis nul aussi en défense en fait tu verras. Je suis nul partout. Juge par toi-même. En fait j'ai le coup de pété Allez, vas-y, donc j'ai envoie. aucune dextérité. Ouais, mec. Je crois que j'ai. Tu vois, ça c'est ma force de frappe totale. Ouh. Tu vois, j'y vais mollo, hein. Tu vois que j'y vais mollo, hein. Bah tu vois, voilà. Hop, bim. Non. Ça rase. Eh, j'y vais mollo, hein. Ouais, je vois, tu. Voilà, allez, professionnel maintenant. Allez, vas-y. Vas-y, Joss. Bim. Non, les gars, ça va pas. Voilà, j'allais. Attention. Ah bon. Bravo maestro. Merci à tous, merci de nous avoir saisis, merci beaucoup Arnaud Avec pour plaisir, ta tout visite, l'honneur est pour ton moi. temps. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Paul Magnus qui va être parmi nous à 18h. Donc à la semaine prochaine les gars. Et je vous souhaite une super bonne soirée. Merci à vous, merci d'avoir suivi l'émission. Bye. Ciao, à bientôt.